bienvenue à ce webinaire sécurisation des parcours, rémunération et fonds de sécurisation qui est organisé dans le cadre du mois de la formation 2025. Alors c'est un événement qui est piloté par la région Nouvelle-Aquitaine et puis en partenariat avec Cap Métiers. Donc tout au long de septembre, vous l'avez vu, une série de webinaires vous sera proposée que vous pouvez retrouver sur le site Parcours Pro. Ce webinaire en question va durer 1 heure. Il va vous permettre de mieux comprendre les dispositifs de formation, les dispositifs pardon, de sécurisation des parcours proposés par la région et puis vous permettre du coup de mieux les mobiliser. Durant ce webinaire, vous allez pouvoir interagir avec notre intervenant au moyen du chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, et puis nous ferons remonter ces questions tout au long du webinaire. Le webinaire va être enregistré et vous pouvez voir la vidéo en replay sur la chaîne YouTube Parcours Pro dans quelques jours. Le support vous sera également remis, envoyé par mail à l'issue du webinaire. Tout de suite, je vais passer la parole à Omer Ozeroll, qui travaille à la région Nouvelle-Aquitaine et qui est en charge de la sécurisation des parcours. Merci Charlène. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie tout d'abord de l'attention portée au sujet de la sécurisation des parcours, sujet qui nous anime et qui est une des priorités de l'action régionale en matière de formation professionnelle. Donc, je suis Omer Ozerol, sous-directeur en charge de la sécurisation des parcours à la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage à la région. Donc, c'est le pôle formation et emploi. On vient vers nos partenaires et professionnels aussi de la formation, ce mois de la formation, du mois de septembre, avec le soutien de Cap Métier que je remercie. Donc, je vais aller dans le vif du sujet, vous exposer deux dispositifs principaux de sécurisation des parcours que la région met en œuvre au profit de ses usagers, donc la rémunération et la protection sociale des stagiaires, ainsi que les fonds de sécurisation des parcours. Et tout d'abord, il est important de resituer ces deux dispositifs, parce que là, on va en parler un peu dispositif, dans une offre un peu globale de services de la région. Donc, on vous a mis cette slide pour petit récap d'éléments qui peuvent être utiles pour vous. Il y a des lieux et outils ressources qui sont mis à disposition sous l'égide de la région, les ERIP, les espaces régionaux d'information de proximité, les points relais conseils VAE. Je ne vais pas vous redire toute la slide, mais vous l'avez sur cette slide-là. Donc, cette action s'inscrit dans une offre globale aussi de services, notamment de formation, où il y a de l'appui pour la construction du projet professionnel à travers un dispositif amorce de parcours, du soutien sur les compétences de base, bien sûr une action sur les formations qualifiantes de la part de la région, et des actions en situation de travail, en modalité AFEST. Donc la sécurisation des parcours, c'est une priorité régionale qui irrigue un peu l'ensemble parce que elle permet d'une part aux usagers de se projeter dans leur parcours. C'est un concept, hein, la sécurisation des parcours. Il faut considérer un parcours de formation comme un projet. Donc il faut réunir le plus en amont possible les conditions de réussite. Parmi ces conditions de réussite, il y a un certain nombre d'éléments matériels auxquels va répondre la région avec différentes aides et dispositifs. Mais nous n'intervenons pas que sur ces dispositifs. La région intervient en matière de sécurisation des parcours sur les bourses sanitaires et sociales, pour les apprenants du sanitaire et social. Il y a bien sûr la rémunération et les fonds de sécurisation, et aussi des dispositifs d'aide individuelle. L'autre outil phare de sécurisation des parcours que je n'évoque pas ici, mais qui fait l'objet, je pense, d'un webinaire à part, c'est l'habilitation de services publics, qui est un dispositif innovant et intégrant en fait une gamme de services globale, restauration, possibilité d'hébergement, un accompagnement renforcé. Tous ces éléments-là permettent de contribuer à sécuriser les parcours. Donc, on va parler aujourd'hui de dispositifs un peu plus en dur. Alors ces dispositifs, ils cheminent, hein, la rémunération, c'est un dispositif ancien qui procède du Code du travail, mais qui chemine et qui est confronté aussi aux évolutions des besoins en matière de formation, à la conjoncture, à un contexte socio-économique aussi qui se resserre. Donc on a évalué en fait les programmations en matière de politique publique, en matière de sécurisation des parcours et de formation se font sous l'angle du CPR2OFP. Donc ce contrat de plan régional de développement de l'orientation et de la formation professionnelle a un certain nombre d'axes d'intervention
et nécessite d'être évalué périodiquement à la fin de chaque programme. Donc, il y a une évaluation en fait de la stratégie précédente de sécurisation des parcours qui a été mise en place. Celle-ci est publique, hein, elle sera publiée sur les sites de la région. On vous a mis quelques éléments qui permettent de se faire un peu une idée de la perception. Il y a une enquête de grande ampleur, hein, qui a été faite avec des taux de réponse assez importants de nos usagers. Donc, ça nous a donné quand même quelques indications un peu plus précises pour un peu mieux connaître les besoins, les particularités. Alors, se dégage de ces évaluations que les dispositifs de sécurisation des parcours répondent à des besoins réels et sont identifiés comme tels, même s'il y a encore un travail de communication et de meilleure identification à ce sujet. Euh, des idées un peu partagées avec les acteurs, hein, de la formation ressortent, hein. Certaines sont évidentes pour un grand nombre d'entre vous, d'autres peuvent surprendre. Donc il y a un sujet sur l'accès au droit et à la lisibilité qui revient, ça s'est partagé aussi, et ça ressort de de l'évaluation. La levée des freins périphériques, c'est une constante sur laquelle on se doit de travailler. Et bien sûr, avec un leitmotiv, le maintien en formation de la personne jusqu'à ce qu'elle aille au bout du projet. Voilà. Donc, on a des budgets quand même conséquents. La région fait un effort important en matière de sécurisation des parcours. C'est près de 90 millions d'euros annuels qui sont versés pour sécuriser les parcours. L'essentiel de cette dépense procède de la rémunération et de la protection sociale. Donc vous avez un petit panorama quand même de notre champ d'intervention avant de rentrer un peu plus dans les détails. Et ce webinaire est aussi l'occasion comment dire, bon, on vous met en avant les recommandations issues de l'évaluation, voilà, qui possède une stratégie, hein, régionale, donc ça se rejoint. Mais c'est aussi l'occasion, ce webinaire, de porter à votre connaissance les évolutions du règlement d'intervention de la rémunération des stagiaires. Donc, il y a eu un vote en séance plénière du 16 juin 2025. On a fait évoluer un peu nos critères en matière de rémunération. Pour résumer, le leitmotiv était d'avoir un peu plus de lisibilité dans ce que fait la région en matière de rémunération, clarifier davantage les critères et la répartition des rôles, parce que pour traiter la rémunération, il y a une chaîne d'intervenants qui doivent intervenir. Bon, c'est un peu une redite, mais vous m'aurez compris, on est nombreux en fait à intervenir dans le traitement de la rémunération. Donc, il faut que les rôles, ce que chacun a à faire, soient bien clairs dès l'amont pour que tout se passe bien et pour que le parcours se déroule un peu sans couture. Derrière ces rôles, il y a aussi des responsabilités. On est dans un système où on doit faire avec l'informatique. On intervient en masse, hein. Il y a près de 23 000 personnes qui sont rémunérées par an. Donc, on a eu des trains de paye en rémunération jusqu'à 10 000 payes mensuelles. Donc, on s'est outillé aussi. Et ce changement réglementaire a été aussi l'occasion de faire évoluer notre outil de rémunération qui s'appelle Roméo. Donc, je vais vous parler rémunération dans un premier temps. Alors, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est que bon, je vais intervenir en deux parties. La rémunération et les fonds de sécurisation. Si vous le souhaitez, on peut faire un petit question-réponse à la fin de chaque partie. Le but de cette intervention, c'est aussi de répondre à vos interrogations. J'espère pouvoir y répondre au maximum pendant la séance. Mais on prendra note, la séquence est enregistrée de toute façon, donc on prendra note, y compris du chat, pour ensuite vous fournir via Cap Métier les réponses à vos questions les plus sécurisées possibles. On est sur un domaine quand même très technique, donc il faut qu'on aborde bien nos réponses. Donc, on peut passer à la rémunération. Charlène, s'il vous plaît. Un peu après, voilà. Donc, on est sur la rémunération. Donc, la région que- les trois régions, en fait, avant la fusion, mais aussi la région Nouvelle-Aquitaine, forcément, aujourd'hui, s'engagent à soutenir et à sécuriser financièrement les parcours qu'elles financent. C'est un sujet important parce que certaines régions ne rémunèrent pas certains types de formations, ont une politique particulière, vont pas forcément rémunérer les qualifiants ou le qualifiant. La région, elle, rémunère tout parcours qui rentre sur une formation qu'elle finance. Toute personne qui rentre sur une formation qu'elle finance. Parce qu'on considère, et c'est aussi une affirmation, que la rémunération et pouvoir subsister pendant la durée de la formation, c'est une condition sine qua non de réussite du parcours, matériel, mais sine qua non. Donc l'objectif est de permettre à tous les néo-aquitains de s'engager dans une voie professionnelle où se réorienter, sécuriser le parcours, bien sûr, et prévenir les abandons de formation pour raisons financières. Voilà, donc en permettant à l'individu de se projeter dans son parcours, on réduit les risques, pardon, d'abandon et la rémunération y contribue. Donc
Qui est éligible à la rémunération régionale? Ce sont les personnes en recherche d'emploi qui ne sont pas indemnisées par France Travail. Donc la rémunération régionale est alternative et subsidiaire également de l'indemnité France Travail, ça c'est important. Ça pose la question de l'actualisation des statuts, c'est un sujet très important pour sécuriser les personnes. La personne doit rentrer sur une formation financée ou agréée par la région, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc notre politique actuelle est d'agréer à la rémunération toutes les formations qu'on finance. Il faut une durée minimale de parcours égale ou supérieure à 150 heures de formation. Vous regardez à raison de 35 heures par semaine ce que ça peut faire, ça vous donne une idée. Donc on verse par contre la rémunération et la protection sociale. Quand on rémunère quelqu'un, la région, pardon, assure la protection sociale, donc la couverture du risque accident du travail et du risque maladie. On cotise tous les mois comme un employeur, sans pour autant être l'employeur. Euh, En dessous de 150 heures, ça arrive, il y a des parcours un peu plus courts. Euh, il n'y a pas de rémunération. Par contre, la région assure quand même la protection sociale. Ça, c'est important. En cas d'épuisement, c'est quelque chose qui survient aussi. Les droits Pôle emploi, enfin l'indemnité Pôle emploi peut être perdue pendant un parcours de formation. Donc la position de la région, c'est de prendre le relais. La région intervient comme un filet de sécurité, pour prendre le relais en cas de perte des indemnités France Travail. Merci, merci Charlène. Donc on est sur un champ d'intervention où la région a des possibilités volontaristes, mais dans un cadre. Ce code, c'est le code du travail. Donc la rémunération est régie au, au titre de la sixième partie, livre 3 du code du travail, donc, qui organise en fait le statut du stagiaire de la formation professionnelle continue. Elle pose des conditions de base d'octroi de la rémunération et de la protection sociale. Alors, la région, dans cette approche volontariste, peut aussi avoir des dispositions plus favorables, avoir sa politique dans ce cadre-là, tant qu'elle respecte les dispositions du Code du travail, tant qu'elle ne lui contrarie pas. Donc, on a un règlement d'intervention qui vient aussi préciser les choses, qui permet aussi d'y voir clair sur les, ce que l'on doit faire en fait pour gérer une rémunération ou ce à quoi on a droit quand on est usager ou bénéficiaire de la rémunération. Donc, c'est un peu moins ardu à lire aussi que le Code du travail. C'est quelque chose qu'on préconise d'avoir un peu sous le coude hein, quand on suit des parcours, quand on accompagne des bénéficiaires ou quand on a des stagiaires au sein de son organisme de formation. C'est important de l'avoir. Ça détermine les modalités d'attribution du versement de la région, de la rémunération par la région, de la protection sociale aussi et les droits annexes. Donc, comme je vous l'ai dit, certaines dispositions sont la retranscription stricte du Code du travail. Le Code du travail est d'ordre public. On peut y déroger par des conventions particulières ou des règlements particuliers. D'autres créent une situation plus favorable aux stagiaires entrant en formation. Parmi ces conditions plus favorables, la région, par exemple, octroie un barème sur l'habilitation de service public supérieur au barème qu'il y a sur le PRF. C'était un choix au moment du lancement de l'habilitation de service public, partant constat de la vulnérabilité des publics visés et de la nécessité aussi j'allais dire, la rémunération reste un élément d'attractivité hein, pour attirer des stagiaires en formation. Donc c'était une manière aussi de rendre attractif ce dispositif phare qu'on avait mis en place. Euh, on a une politique favorable aussi pour les jeunes, pour les moins de 18 ans. On est 120 euros au-dessus des barèmes du Code du travail. C'est un soutien qu'il y a toujours eu en Nouvelle-Aquitaine auprès de la jeunesse. Et il y a des problématiques transverses hein, qui aussi touchent aussi à ce qu'on fait en matière de formation professionnelle. Donc la problématique de la jeunesse en est une, avec ses besoins spécifiques. La région y apporte du soin. Bonification des barèmes appliqués aux stagiaires en formation HSP, ça je vous l'ai dit. Bien entendu, les barèmes en vigueur sont annexés au règlement d'intervention. Ces documents vous seront communiqués avec le PowerPoint dont on parle aujourd'hui. Une prime monoparentale a été mise en place aussi lors de la fusion des régions. Euh, Cette mesure qui existe en Poitou-Charentes a été élargie sur les trois territoires au moment de la fusion pour tenir compte de la situation de monoparentalité qui est fréquente pour nos publics. Et une participation aux frais annexes qui va un peu au-delà des barèmes du Code du travail, donc concernant le transport et ou l'hébergement. Les deux postes principaux de sécurisation des parcours au niveau matériel étant, bien, vous le savez, la question du logement et la question du transport.
donc avec des forfaits mensuels qui vont de 40 à 200 et qui suivent quelque part la rémunération proprement dite principale qui est versée tous les mois. Euh, on peut peut-être passer à la suivante. Alors, comment ça fonctionne? On a des barèmes. Comme je vous l'ai dit, ils vont vous être communiqués dans les grandes lignes. On va pas décortiquer tout le barème ensemble immédiatement, mais vous avez les fourchettes d'intervention, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on va aller de 348,68 € à 2170 €. Donc, la rémunération de 2100 € peut paraître importante ou surprendre certains ou certaines. Elle est liée à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'exercice d'une expérience antérieure à des cotisations sociales qui a eu lieu. Donc voilà, vous voyez le barème pour les personnes handicapées qui est spécifiquement indiqué ici. Comment ça se passe pour percevoir la rémunération? Il faut déjà un dossier de rémunération constitué avec les pièces ad hoc. Les pièces simples qui permettent l'identification de la personne, les pièces qui permettent de traiter la question de la protection sociale, donc identifier le numéro de sécurité sociale, des éléments de paiement, des RIB. Tout cela est décrit on a des supports pour tous les acteurs qui interviennent concrètement des usagers et des bénéficiaires. On a des supports, il y a aussi de la documentation sur le site Roméo qui permet de traiter la rémunération. Donc ces éléments-là permettent d'instruire les droits du bénéficiaire. On préconise une constitution le plus en amont possible du dossier, une préparation en amont, un peu comme un projet, vous l'aurez compris. Réunir ces pièces, c'est pas toujours simple de les avoir. Et ça nécessite pas mal d'énergie pour les acteurs de terrain aussi, comme pour les usagers. Donc, on préconise de s'y prendre le plus en amont possible. Une fois que le dossier nous est déposé, on va l'instruire. Nos services vont l'instruire. Donc, on est en gestion directe, hein. La région a internalisé la gestion de la rémunération. Maintenant, on est en rythme de croisière par rapport à cette internalisation. Donc, en gestion directe, l'équipe rému de la région va instruire le dossier. Si la personne a droit à la rémunération, l'organisme de formation va en être informé, il sera chargé d'en informer l'usager. L'instruction est validée, la personne a démarré sa formation. La rémunération, elle, se verse par contre sur service fait. Donc il faut être présent en formation ou avoir un justificatif comme un arrêt de travail qui justifierait l'absence pour pouvoir être rémunéré. Donc tous les mois, les organismes de formation vont nous déclarer à terme échu. Quand on dit à terme échu, c'est que le mois doit être écoulé, qu'il faut faire le bilan des heures réalisées sur le mois pour les déclarer dans le système de la région. Ces heures doivent nous être déclarées en nous remontant les états de fréquentation des stagiaires, en pensant bien valider les temps. Donc ça permet de déclencher un premier train de paiement, en fait, que la région verse. Elle verse ce premier train de paiement entre le 20 et le 25 du mois suivant, en conscience que ça met un peu de temps, mais c'est les règles aussi qu'on applique, hein, on est sur service fait. On se doit de sécuriser aussi, c'est important, on ne le dit pas assez, mais y compris pour la rémunération, ces questions de service fait, de correspondance, de bonne utilisation des données publiques, hein, ce qui est valable pour les professionnels est valable aussi pour nos usagers. Donc on a des obligations de ce point de vue-là. La région organise toutefois un second train de paiement. Donc ça permet, ce second train de paiement a la vertu de pouvoir, par exemple, rattraper des dossiers qui ont été avec des entrées en milieu de mois précédent ou parfois pour lesquels il manquait des pièces. J'ai évoqué parfois des difficultés pour obtenir les pièces. Nous, on vous exhorte vraiment à travailler plus en amont possible pour obtenir ces pièces le plus tôt possible et sensibiliser vraiment acteurs et surtout usagers sur ce sujet-là, parce que c'est de leur intérêt en fait, c'est de l'intérêt de tout le monde de s'y prendre le plus en amont possible. Donc ce second train de paiement permet, un peu comme un filet de sécurité, de rattraper quelques payes qui n'auraient pas pu passer. L'ensemble des payes est versé, donc le mois N+1, donc le mois suivant, entre le 20 et le 25 pour le premier train de paye, et entre le 25 et le 30 pour le second train de paye. Voilà. Les versements se font directement sur les comptes des bénéficiaires. Quelques délais bancaires selon les banques, vous le savez, ça peut varier. Ça peut varier de 2 à 4 jours parfois selon les banques. Donc, les services de la région, de toute façon, sont à votre disposition pour vous renseigner si vous avez des questions. Donc, on utilise l'outil qui s'appelle Roméo, c'est l'outil de traitement de la rémunération. C'est une interface en fait avec un front office et un back office. Un front office, donc une façade qui permet aux organismes de formation de saisir les informations de rémunération, de nous remonter des documents et aussi d'avoir des informations qu'on va communiquer en page d'accueil. On donne parfois des conseils, des fiches de procédure.
On va aussi donner des éléments d'actualité, de dates calendaires qui sont importants. C'est important de les suivre, notamment les dates de clôture des saisies. C'est vraiment le timing, hein, c'est le rythme de la rémunération dans lequel on doit tous s'inscrire. Euh, donc une fois la payabilité, elle passe dans les canaux de contrôle, hein, et elle est versée par le Trésor public sur le compte des usagers. Donc il y a tout un travail d'administration de l'outil dont je vous fais grâce aujourd'hui, puisqu'on est sur le fond du dispositif, mais sachez voilà, les équipes de la région travaillent fortement sur ce sujet. C'est une des priorités aussi techniques pour nous. Et cet été, d'ailleurs, je remercie s'il y a des organismes de formation autour de cette visio. Voilà, les organismes de formation ont joué le jeu. On a créé énormément de comptes et j'en remercie d'ailleurs les équipes qui se sont mobilisées à ce moment-là parce qu'on a fait ça pendant l'été sans rupture de rémunération. Donc on prenait des risques, mais il fallait le faire. Donc on a une version de l'outil maintenant qu'on doit continuer à affiner, mais qui doit nous permettre de régler et de gérer certaines situations qu'on avait fait évoluer aussi dans notre règlement d'intervention. Ça me permet par conséquent de faire une petite transition pour vous parler. Alors je vais être succinct sur les évolutions, je vais me concentrer vraiment sur les principales pour vous donner un peu l'esprit de l'évolution du règlement d'intervention. Vous aurez bien entendu le document après, détaillé, précis et qui vaut droit. Voilà. Donc, un sujet principal qu'on avait à clarifier, c'était un peu, on est dans une chaîne d'intervention, il y a des acteurs, chacun a un rôle. L'organisme de formation a des responsabilités, mais il n'est pas responsable de tout aussi, le stagiaire aussi, et la région également. Donc, on a réparti les rôles aussi. Enfin, on ne les a pas répartis, on les a clarifiés dans l'ordonnancement du règlement d'intervention pour que chacun sache plus clairement ce qu'il a à faire. Donc, je vous préconise de le lire, vous verrez, si vous avez eu connaissance de l'ancienne version, ça paraît plus clair pour savoir ce qu'on a à faire en matière de rémunération. Donc, on a introduit un paragraphe spécifique consacré aux responsabilités des organismes de formation, parce que l'organisme a un rôle d'interlocuteur unique, hein. Les organismes de formation, par exemple, qui sont en action collective ou au programme national de formation, sont liés par un contrat avec la région, également pour traiter la rémunération des stagiaires pour le compte de la région. Donc, c'est une manière aussi de remettre les curseurs aux bons endroits, aux rôles respectifs, pour que chacun sache ce qu'il a à faire à un instant T, à un moment donné, pour que tout se passe bien. Après, on est là pour accompagner, pour appuyer, pour aider, bien sûr, l'objectif est commun, hein. Donc, les organismes sont responsables quand même de nous transmettre dans les délais qu'il est dans leur cahier des charges, les pièces, simplement parce qu'il s'agit de la politique publique régionale et que ces éléments font grief aux usagers. Donc c'est important qu'on puisse avoir ces éléments pour pouvoir exercer la politique publique qu'on veut mettre en place telle qu'on a souhaité la mettre en place. Les stagiaires ont quand même des obligations. Et, euh, et ces obligations aussi sont quelque part annoncent, hein, les obligations qu'on peut avoir en situation de travail quelque part. Donc il y a un pendant et il y a un sens logique. Donc ils doivent respecter les règles au sein de l'OF, de l'organisme de formation. On le rappelle, hein, ça procède de la relation stagiaire-organisme de formation, mais on le rappelle quand même dans le règlement d'intervention. Il y a un règlement d'intervention, il doit être respecté. Le calendrier pédagogique inscrit au contrat de formation doit être respecté par le stagiaire et l'entreprise d'accueil va le recevoir aussi et donc remonter les informations nécessaires au traitement de sa rémunération. Donc, obligation d'assiduité. On inscrit le principe d'obligation de remboursement de la totalité de la rémunération perçue en cas d'abandon de formation sans motif légitime ou en cas de renvoi pour faute lourde. Bon, la position de la région est de, comment dire, de prendre des mesures que en cas de situation vraiment caractéristique et criante. Voilà. On a aussi conscience de la situation dans laquelle peuvent se retrouver les personnes, notamment pour des questions d'actualisation de droit ou autres. Donc on veille quand même dans l'application de ces règles à leur impact et ce qui soit proportionné aussi pour tout un chacun. Ça, c'est important. Donc peut-être passer à la diapo suivante, Charlène, s'il vous plaît. Donc, un point qui est très technique, mais qui est important et qui a du sens. Alors, ça peut être compliqué à expliquer, mais c'est très important parce qu'il conditionne les droits des usagers. Les règles de calcul des rémunérations mensuelles étaient basées sur le principe de retrait des absences. D'accord? Donc, ça, en soi, ça pose pas de problème. Sur un temps plein, on déclare l'absence du stagiaire. Cette absence est déduite. C'est ce que je vous ai expliqué sur le service fait. Mais ça se corse quand on ramène cette règle à des modalités de calcul
permettant de tenir compte de la mensualité et du découpage des mois en 30 et en 31, comme pour le calcul d'une paye. Donc ça peut poser des problèmes, ça pouvait poser des problèmes d'équité, en fait, notamment en période d'absence contiguë à des week-ends, selon que le mois était en 30 ou en 31 jours. On n'était pas compris sur ce sujet. Et il pouvait y avoir en plus des applications différentes selon que vous étiez absent un mois en 31 ou en 30. Donc, ça, on a résorbé cette question en rappelant et en clarifiant les règles. Donc, les règles de calcul des rémunérations mensuelles, c'est bien la présence en formation qui est rémunérée. Il y a une annexe qui vous explique en détail ces modes de calcul, mais c'est pour évoquer ce changement. Donc, pour une formation à temps plein, chaque mois complet vaut 30 jours. 30 trentièmes. On calcule tout en 30 trentièmes, même un mois en 31. Quel que soit le mois considéré sur la base de 151h67 mensuelles. Donc, en cas de mois incomplet, c'est une entrée, une sortie ou une absence sur le mois, le stagiaire est rémunéré au prorata du nombre de jours de formation effectués ou d'absence donnant lieu à un maintien total ou partiel de la rémunération. Un jour de présence correspondant à un trentième de rémunération. Alors, c'est très technique, mais, euh, mais dans l'application, ça permet une application uniforme à situation identique, application d'une règle identique, quel que soit le mois, parce que considérer un mois en 31 ou en 30, ça n'avait pas de sens pour l'expliquer aux stagiaires en cas de disparité. Donc on remet les choses un peu dans une forme de cohérence, un peu, c'est très technique, mais qui nous permettent de l'expliquer en cas de question des usagers aussi sur la manière dont on avait déduit les choses. Pour les formations à temps partiel, ça ne change pas. La rémunération est, dé- est versée sur la base des présences effectives. Donc, une formation à temps partiel, vous déclarez les présences. Concrètement, vous ne déclarez pas les absences. Voilà. C'est l'organisme de formation qui déclare ça également. Euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait. Je ne vais pas le relire, mais sur les week-ends et jours fériés, on arrive à une application plus uniforme, quel que soit en fait le mois sur lequel la personne a été absente de façon contigüe à un week-end. On introduit également des précisions parce qu'on c'était pas clair dans les dispositions antérieures, ou en tout cas on n'était pas compris. Donc on apporte des précisions sur l'application des forfaits kilométriques. Au moins là c'est clair, c'est écrit dans le règlement et c'est le sens de la mesure quand même. Si la personne est absente, si elle ne s'est pas déplacée, il n'y aura pas le forfait kilométrique de verser. Voilà. C'est une base, mais c'est important de le dire. Et autre chose aussi, qui est importante, on peut avoir plusieurs, j'allais dire, domiciles temporaires quand on est en formation. C'est aussi ça, la vie d'un stagiaire. Et puis c'est la vie, tout simplement, des personnes qu'on a en face de nous. Donc on a fixé des règles pour être clair et qu'il n'y ait pas d'équivoque sur les droits de tout un chacun. Donc si plusieurs parcours de formation sont faits par la personne dans un même mois, parce que ça arrive et c'est autorisé, on ne verse qu'un seul forfait, transport. Voilà. On a introduit également le congé de deuil qui n'existait pas, qui est dans le Code du travail, mais qui n'était pas dans le règlement d'intervention. Il nous paraissait normal de l'intégrer. Et on a retoiletté nos dispositions, pour être un peu plus inclusive, cette fois-ci à l'inverse, parce que nos dispositions ne citaient que le public féminin sur certains sujets. Donc on est allé pour une fois dans le sens inverse, d'harmoniser aussi voilà, la sémantique utilisée sous l'angle de l'égalité homme-femme. Euh, un sujet sur les dépôts de dossiers qui est lié aussi à l'expérience passée sur l'accès à la formation et les difficultés qu'ont pu avoir les structures. On a d'autant plus que le sujet du dépôt des dossiers par les organismes de formation est dans certains cahiers des charges soumis à pénalité. Donc on a apporté du soin à mettre des délais aussi revus. Les dépôts de dossiers de demande doivent être déposés dans les 7 jours ouvrés suivant l'entrée en formation au plus tard. Quand on vous dit 7 jours ouvrés au plus tard, c'est la règle au plus tard. La préconisation, c'est quand même d'anticiper au maximum. Je le dis vraiment parce que j'insiste vraiment sur ce point, parce que c'est un sujet récurrent, c'est normal. Il y a énormément d'organismes de formation qui interviennent, beaucoup de parcours. Il est vraiment d'intérêt général d'essayer de tendre le plus possible vers une fourniture du dossier complet le plus en amont possible. Je sais qu'on peut être parfois un peu répétitif sur ce sujet, mais c'est vraiment un sujet d'intérêt général pour les stagiaires et on se retrouve parce qu'on peut se retrouver en porte-à-faux. Au final, quand la rémunération n'est pas faite dans les temps pour de mauvaises raisons administratives, organismes de formation, région, mais surtout stagiaires se retrouvent en difficulté. Donc on est dans le même bain, dans le même bateau. Donc là, il faut qu'on essaye de travailler ensemble. Et s'il y a des questions en amont, on est là pour vous répondre. Faut pas hésiter.
Je, si vous, Charles, si vous pouviez faire défiler. Ah, c'était la fin de la première Oui, séquence oui, ou Homer? oui, oui, je pense. Je pense, Oui. oui, oui, c'est ça. Je fais défiler le PowerPoint de l'autre côté aussi. C'est ouvert si vous avez des questions. Il est 10h30, donc on est pile à la moitié. Alors pour Vous l'instant, il n'y n'hésitez pas. a pas de questions dans le chat, mais c'est peut-être le moment, si vous en avez en tête, de les poser. On peut y répondre maintenant. Ou alors on se les garde pour la fin du webinaire. Les deux options sont possibles. N'hésitez pas à vous lancer si vous en avez. Il y a Voilà. pas de- Bon. C'est l'objectif de la démarche. Et puis si elles viennent au fil de la suite du webinaire, ben, vous les poserez à ce moment-là. Ah, une Il y en a question. une, effectivement. Plusieurs. Donc, qui arrivent. Donc, la première, quelles sont les conditions pour demander l'aide au transport? Alors, l'aide au transport, elle est contingentée par une grille kilométrique annexée au règlement d'intervention. Donc, il y a une notion de distance, vous imaginez bien, domicile, lieu de formation ou lieu de stage, et il y a des barèmes forfaitaires en face. Donc, je n'ai pas les barèmes en tête, je n'ai pas tout le règlement d'intervention en tête, et je ne souhaite pas vous tout dire oralement aussi, mais ce document va vous être délivré à l'issue du webinaire, vous aurez la grille de barème. En fait, on regarde la distance. Voilà. Il y a plusieurs échelles de distance prises en compte. Bon, après, ce ne sont pas des sommes non plus considérables, il faut l'avoir à l'esprit aussi. Mais il y a cette aide-là et elle est contingentée à des questions de la distance. Voilà. Et bien sûr, il faudra prouver cette distance. Donc, par principe, approuver le lieu de formation, ça peut être ce qu'il y a sur le contrat de formation qui fait foi, ça peut être le lieu de stage en entreprise. Voilà. Et puis, en cas de doute, échanger sur la pièce idoine avec nos services. Voilà, surtout. Surtout s'il y a plusieurs parcours. Comme vous l'avez vu, on prendra que certaines pièces et un trajet en particulier. Donc, dans ces cas-là, il faudra faire attention. Mais venez, contactez-nous en cas de question. Alors, on a une question par rapport à l'aide à la mobilité. Est-ce qu'on peut la poser alors? Peut-être à reformuler. Je ne sais pas si Homer, vous avez une piste de réponse. Pour l'aide à la mobilité, peut-on Hmm. poser maintenant? J'ai pas compris. Pour l'aide La à la question. mobilité, peut-on poser maintenant? Alors, c'est Madame Ah, Sabat. poser la question Ouais. maintenant. Ah, Oui, oui, poser oui, la oui, on question? peut. Ah, c'était dans Oui, ce c'est sens-là. Ben libre. oui, bien Bah, sûr. si je l'ai bien compris, effectivement, il y a des sujets sur la mobilité qui vont être évoqués après avec les fonds de sécurisation. Mais on a cette aide de transport connexe au barème qui est le principal, la rémunération. Mais à côté, il y a d'autres dispositifs comme le fonds de sécurisation des parcours que je vais vous expliquer après, qui est pas une aide systémique, qui est pas une aide récurrente, mais qui est une aide ponctuelle en cas de coup dur. Mais ça, je vais vous l'expliquer dans un second temps, si vous voulez bien. Mm. J'ai vu d'autres questions filer, mais Oui. j'ai pas eu le temps de Alors, les... est-il obligatoire de faire une demande de rémunération si la formation est supérieure à 150 heures, et notamment si le jeune perçoit déjà une allocation SEJ, contrat d'engagement jeune, Oui, par oui. exemple? Alors, le, il faut distinguer ce qui est de l'indemnité, de la rémunération des aides. Mm. Certaines aides sont contingentées par des ressources. C'est le cas du RSA, c'est le cas de l'allocation adulte handicapé. Ça peut être le cas du SEJ, peut-être. Je ne suis pas expert du SEJ, mais je pense qu'il y a peut-être cette question-là. En tout état de cause, moi je vous parle de nos dispositifs, tels qu'on les gère, la rémunération n'est pas contingentée par des ressources. La seule éventuellement qui pourrait venir empêcher le fait d'être rémunéré, c'est le fait d'être indemnisé par France Travail. Et d'être salarié, bien sûr. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, pas de conditions de ressources pour notre rémunération. Par contre, s'il y a des obligations liées à d'autres aides, euh, d'autres financeurs, notamment pour un public suivi par la mission locale pour le SEJ, ou pour quelqu'un suivi au titre du RSA par le département, par exemple, la personne qui devra répondre à ses obligations par ailleurs, déclarer ses ressources trimestrielles pour le RSA, faire la déclaration idoine si on a une sur le SEJ. Il faut être prudent, effectivement, vous avez raison. Mais en tout cas, nous, on n'est pas, je veux dire, notre rémunération, euh, ça reste un revenu, donc ça rentre dans les ressources, mais elle n'est contingentée que par le fait d'être sur une formation de plus de 150 heures, sur une formation agréée par la région, et ne pas être indemnisé par France Travail dans les grandes lignes, je vous dis. D'accord. Donc, Alors, on a une autre question, mais par rapport à ça, est-ce que ça le cumul entre la rémunération région et le RSA? Du coup, est-ce que c'est possible de cumuler oui, les deux? Donc, je vous par oui. contre, enfin, oui.
Vous dites à un bénéficiaire ou quelqu'un qui suit un bénéficiaire du RSA, va vous dire c'est pas si simple. Je vous explique. Le RSA est sous condition de ressources. Donc la personne qui rentre en formation le premier mois, elle touche son RSA, toujours. Elle a touché à l'issue de ce premier mois de formation, le RSA des mois précédents, selon ses déclarations de ressources précédentes. Le RSA, va être dégressif à partir, je crois, du troisième mois de formation ou du deuxième, selon les trimestres tels qu'ils se sont articulés. D'accord? Donc il y aura une baisse du RSA, maintien de la rémunération pendant la formation, jusqu'à un arrêt du RSA en fin de formation. D'accord? Avec maintien de la rémunération, donc le niveau de vie est maintenu. Sachez aussi que la rémunération est génératrice de primes d'activité. Faut l'avoir, faut l'avoir en tête. Mais bon, on peut baisser certaines aides. Donc le niveau de vie est maintenu. La zone de risque, c'est la fin de formation et la sortie de formation. Là, il y a une démarche à faire pour réactiver sa situation auprès du département pour indiquer qu'on va sortir de formation. Si ça n'est pas fait, effectivement, on peut comprendre cette crainte qu'ont nos usagers, qui est réelle, hein, parce qu'il ne s'agit pas de personnes qui ont des ressources. Si elles sont au RSA, c'est que le foyer n'a pas de ressources ou très peu. Donc, ces personnes ne peuvent pas provisionner. Donc, elles se retrouvent dans cette difficulté-là, dans cette crainte-là. Donc, effectivement, pour certains publics au RSA, l'accès à la rémunération a pu faire peur par moment. Ça nécessite un suivi fin du parcours. Ça nécessite de l'accompagnement et de la vigilance sur la fin de parcours pour réactiver les droits du département. Alors, ces sujets-là, on l'a travaillé durant l'année 2024 et 2025 avec mes collègues de l'action territoriale et un certain nombre de départements. On a amorcé une première expérimentation pour se faire une idée, en fait, et modéliser des parcours, se faire une idée des droits que les individus pouvaient perdre. Donc, si on fait sauter un peu la prénotion et l'idée préreçue que la personne perd son RSA pour toujours et d'entrée de jeu, il reste des espaces, mais il faut les sécuriser avec de l'accompagnement et en allant vraiment vers voilà, faisant en sorte de signaler la situation de l'usager proche de la sortie de formation pour qu'il n'y ait pas de délai de latence de traitement du RSA derrière, quoi, et de perte de droit. Voilà. Donc il y a une précision en ce sens. Donc il est possible, dès la fin de la formation, de demander une neutralisation des ressources pour que le RSA soit reversé rapidement. C'est pas forcément le terme que Ouais, j'emploierais, mais en tout ouais. cas, il faut vous rapprocher du département et si vous avez des questions à ce sujet précises sur les pertes de droits RSA, il faut aussi se rapprocher du département en amont qui va vous dire. Il, il peut y Mm. avoir en plus des particularités aussi dans certains cas selon le département, mais globalement, la règle est la même. Oui. Et une autre question également, si un stagiaire a une allocation, donc un REF, moins avantageuse que la rémunération du stagiaire de la formation professionnelle, peut-il choisir celle de la région plutôt que celle de France Travail? La personne à la REF, on considère qu'elle est indemnisée par France Travail. Donc, Mm. la question du choix ne se pose pas, en fait, Mm. au regard des règles. Elle se pose en termes d'articulation, donc c'est mécanique. Donc, elle ne peut pas. Ne pas- Et puis, c'est pas le choix de la région, c'est pas le choix de la région non plus. Il y a la question derrière aussi du financement. Il faut l'avoir à l'esprit, voilà, de Mm. la dépense pour les collectivités locales et des budgets différents Mm. aussi. Alors, on n'a pour le moment plus de questions. S'il y Peut-être avait qu'on des questions peut... par la suite, n'hésitez pas. Ouais. Ne vous censurez pas. Si vous voulez bien, je vais continuer sur la suite du webinaire. Donc, la rémunération, vous l'avez vu, c'est un peu le dispositif massif régional, 90 000, ouais, près de 90 millions d'euros quasiment, selon les années versées, la protection sociale, plus de 23 000 personnes par an. À côté, ça ne répond pas à toutes les problématiques. Il peut y avoir des situations d'urgence, des situations particulières qui surviennent. Et il y a eu un consensus il y a quelques années sur la nécessité de prendre en compte ces situations un peu d'urgence particulières liées à qui grévaient la mobilité des stagiaires ou leur capacité à se loger pendant la formation. C'est un vrai sujet. Certaines des ex-régions avaient un fonds d'aide d'urgence. C'est un peu j'allais dire, les origines de ce dispositif.
Sur l'apprentissage, existait un fonds social d'aide aux apprentis aussi. Par exemple, en Aix-Aquitaine, on avait ça. On s'est un peu inspiré de dispositions vertueuses existantes par ailleurs et auparavant pour proposer ça avec l'aide du pacte à un moment donné. Bon, là, c'est plus financé par le pacte, mais avec le pacte, on a lancé donc des fonds de sécurisation que je vais vous exposer immédiatement. Donc, parmi ces fonds de sécurisation, il y a deux aides, le fonds social formation et les fonds d'aide à la mobilité vers l'emploi. La première a pour cible les personnes en cours de formation. Soutenir les apprenants. On parle d'apprenants. Les apprentis sont également éligibles. On parle soutenir les apprenants confrontés à une difficulté financière et situation d'urgence pouvant conduire à une rupture de parcours de formation. Les critères sont pas très compliqués. Les apprenants sont éligibles s'ils sont sur une formation financée par la région. Donc, vous l'avez vu, le principe d'être sur une formation financée par la région pour nos dispositifs de sécurisation des parcours actionnés, c'est une constante. Les apprentis, parce que c'est ouvert aux apprentis, doivent être inscrits sur une formation située en Nouvelle-Aquitaine. Donc, un salarié ne va pas être, dont la formation est financée par l'employeur n'est pas éligible. Celui qui est en situation d'autofinancement ne va pas être éligible. Un apprenti hors Nouvelle-Aquitaine n'est pas éligible. Voilà, je ne veux pas vous faire la liste des personnes non éligibles, mais c'est pour illustrer un peu mon propos. Donc, l'essentiel, les deux postes de dépenses, de toute façon, ce sont les dépenses clés pour les foyers qu'on va venir, j'allais dire, soutenir, sont le poste de logement et ou celui de transport. Donc, logement, ça peut être loyer, charge du foyer, et ou transport, frais de déplacement, réparation d'un véhicule, achat d'un véhicule pour aller en stage, ce genre de choses. Bon, après, on a un montant d'aide important. On peut aller jusqu'à 1000 euros par bénéficiaire. On va pas jusqu'à 1000 euros de façon forfaitaire, je vous le dis de suite. On va regarder les ressources du foyer, le reste à vivre du foyer. On va regarder, bien sûr, que la dépense est éligible, parce qu'on a parfois des demandes sur des postes de dépenses qui ne sont pas du logement ou du transport. Vous comprenez qu'on ne puisse pas aider. Mais ces éléments-là, doivent être. Je suis en train de perdre le fil de ce que je voulais vous dire. Notre intervention doit correspondre des postes de dépenses éligibles. On va tenir compte de la situation. Donc, on ne va pas verser 1000 euros automatiquement, mécaniquement, aveuglément. Ça nous permet de servir plus de personnes, d'aider davantage de personnes. On va regarder la dépense qui risque de gréver, en fait, le maintien en formation de la personne, qui risque de faire qu'elle va abandonner. Exemple telle réparation de véhicule, si elle n'est pas faite, la personne ne pourra plus aller en stage. Cette personne a un référentiel et un programme à suivre. Si elle ne fait pas son stage dans les délais, la formation devra s'arrêter pour elle. Là, on peut intervenir. Donc, c'est vraiment dans une logique, c'est plus une aide d'urgence, mais c'est une aide ponctuelle face à une situation imprévue qui crée un péril pour se maintenir en formation, continuer la formation jusqu'à son terme. On s'appuie pour ce... Alors, le système de dépôt d'aide, c'est c'est via le guide des aides régionales. Vous allez voir après les chemins pour y accéder. C'est une volonté régionale d'être en interface directe avec ses usagers. C'est logique aussi de se rapprocher des citoyens néo-aquitains pour qu'ils puissent saisir leur administration qui est à leur service. Donc, nos aides, elles sont disponibles sur le guide des aides régionales, sur le site internet de la région, et et doivent être demandées directement par les bénéficiaires potentiels, les demandeurs. Cependant, on n'a pas mis de côté nos organismes de formation qui ont un rôle à jouer et qui savent aussi, qui connaissent parfois leur public et qui sont habitués à ces problématiques. Donc, donc les structures de formation, on va compter sur elles pour orienter les demandeurs prioritairement vers les autres dispositifs d'aide existants qui sont un peu plus systémiques et qui n'ont pas été parfois sollicités. N'oublions pas que parfois il y a des questions de non-recours, faut pas l'oublier, c'est important. Au-delà de ce que dispense la région, il y a tout un système d'aide qui parfois n'est pas utilisé par les bénéficiaires et qui pourrait les aider. Donc ça, ce sujet est important. Mais il faut aussi accompagner les publics pour déposer leurs demandes. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les outils, tout le monde ne sait pas forcément porter sa demande ou la valoriser pour obtenir et actionner ses droits. Donc, on a toujours cru, avec mes collègues de la région, au rôle de l'accompagnement de terrain pour cela. Donc, l'organisme de formation va attendre qu'il accompagne le demandeur dans le dépôt de sa demande.
organisme de formation ou CFA. Donc il aura une attestation à compléter. Ça nous permet aussi d'être dans une logique un peu, je vais dire pas faisceau d'indices aussi, pour avoir un tiers de confiance qui va nous aider à analyser la situation. Donc va compléter une attestation qui va venir renforcer la demande du bénéficiaire, voilà, ou la corroborer notamment pour indiquer le risque de rupture, pour le renforcer, pour expliquer, le caractériser. Ça peut être utile dans certains cas, et de toute façon, on va le demander à chaque fois, il faut qu'on ait cette attestation. Euh, merci. Donc, c'est un dispositif, j'allais dire, qui est apprécié des usagers et qui a montré son utilité. Donc, bon, l'utilité a été aussi reconnue dans le cadre de l'évaluation avec les sondages qu'on a fait en allant vers les organismes, Mission Locale, France Travail. L'évaluation que j'ai citée tout à l'heure, on allait vraiment vers tous les réseaux, Mission Locale, France Travail, PLI, j'en oublie forcément, mais usagers, il y a eu énormément d'usagers qui ont été interrogés, les organismes de formation, les représentants des organismes de formation, des collègues territoriaux également. On a vraiment fait large, des départements, des CCAS. On est allé large pour essayer vraiment de comprendre et de capter un peu ce que nous remontaient aussi tous ces acteurs dont la région a besoin pour faire ce travail-là. Donc il y a cette aide-là. À côté, il y a le fonds d'aide à la mobilité vers l'emploi. Alors là, on n'est plus pendant la formation. La personne qui va pouvoir demander cette aide est quelqu'un qui sort d'une formation régionale, par contre. Il faut sortir d'une formation régionale pour pouvoir demander cette aide. L'idée, c'était de sécuriser les premiers pas, d'aider en tout cas, ou de contribuer à sécuriser les premiers pas post-formation. C'est l'accès à l'emploi, sur lequel la région intervient également. Euh, lorsqu'il y a des difficultés euh, liées au logement, au transport, parfois il y a la question de la mobilité pour trouver du travail, il y a la question que certaines personnes vivent sur des territoires un peu enclavés, il faut changer parfois de milieu de vie pour pouvoir travailler, et la région est là pour aider les usagers. Donc les règles, alors ce fonds est peu utilisé, on a souvent beaucoup de demandes qui ne sont pas éligibles aussi, parce qu'on a beaucoup de demandes de personnes qui ne sont pas sur les formations régionales, mais il est parfois méconnu. Donc ce fonds, il a quand même son utilité parce que il peut apporter une aide conséquente aux bénéficiaires. L'apprenant ou l'ex-apprenant, on va dire, doit être sorti d'une formation financée par la région. Donc il y a toujours cette notion de formation financée par la région. Il doit être inscrit sur une formation, il doit avoir été inscrit sur une structure de formation située en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, ce sont les constantes. Mais les critères d'attribution sont les suivants. Être sorti de formation depuis moins de 6 mois. Donc, on accompagne vraiment la sortie immédiate d'emploi. Avoir signé un contrat de travail, un CDD de 3 mois ou un CDI. L'idée, c'est de sécuriser, par exemple, les périodes d'essai pour pas que les personnes, pour des raisons matérielles, voilà, aient toutes les chances de réunir pour assurer leur période d'essai dans de bonnes conditions. La distance kilométrique est importante. Elle est clé sur ce dispositif. Domicile principal, employeur, la distance doit être supérieure ou égale à 100 km aller-retour, ou plus d'1h30 de trajet. Là, c'est une manière aussi de tenir compte des disparités territoriales, hein. On fait pas 100 km en zone sur de l'autoroute comme on va les faire en zone périurbaine. Critères d'attribution aussi importants. Le salaire brut de la personne doit être inférieur ou égal à 1,5 fois le SMIC. Donc l'idée n'est pas d'aller aider quelqu'un qui a un salaire conséquent au démarrage de son emploi, très conséquent. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se centrer, parce qu'on fait avec les deniers publics dont on dispose, sur les personnes qui en auraient le plus besoin. Voilà. Euh, alors ça, c'est une petite... Ouais. Donc, les dépenses liées au logement, déménagement. Il y a les questions de double résidence, par exemple, quand on a un foyer, que le temps de la période d'essai, on déménage pas encore totalement, on veut sécuriser certaines choses, ça peut aider, ça se font. Frais kilométriques, transport en commun. Donc le montant va jusqu'à 2 000 € par bénéficiaire, donc c'est une aide conséquente, hein. 1 000 € maximum pour le logement, 1 000 maximum pour le transport, et je pense qu'on la verse en 2 fois, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc l'ensemble, alors la slide ouais, sur le traitement des demandes de fonds sociaux et de FAME, de fonds d'aide à la mobilité vers l'emploi. C'est le même biais pour saisir nos aides. Mais comme toutes les aides régionales, hein, qu'il s'agisse d'aide aux structures, aux entreprises ou d'aide
à des individus, à des personnes physiques, donc à des citoyens proprement dit. La région a son dispositif d'aide avec la même entrée via le site régional, via le guide des aides. Donc, les dépôts de demandes doivent être effectués sur le guide des aides. Vous avez toutes les coordonnées et les références après, hein. Donc, on instruit nos demandes juste pour que vous sachiez comment on fonctionne aussi, parce que l'équipe, notre leitmotiv, c'est la continuité du service rendu, hein, dans cette, enfin, comme pour tous mes collègues de la région, mais en particulier dans la sous-direction sécurisation des parcours, qu'il s'agisse du service soutien au parcours ou du service pilotage et gestion de la rémunération, ça c'est un consensus et c'est une constante. On est mobilisé sur le sujet. Donc chaque semaine, il y a une commission du fonds social, non, des fonds de sécurisation, tous les jeudis, sauf exception bien sûr, mais qui permet d'instruire au fil de l'eau les demandes, fonds social ou fonds d'aide à la mobilité. Cette co-instruction, j'ai cité au début du webinaire l'action régionale un peu globale en matière de sécurisation des parcours. J'ai cité mes collègues des bourses sanitaires et sociales. Comme notre dispositif est aussi ouvert, comme la rémunération d'ailleurs, hein, aux apprenants du sanitaire et social, on instruit avec les collègues, les mêmes qui instruisent les bourses sanitaires et sociales, donc on est sur des problématiques communes et une professionnalisation commune. On instruit tous les jeudis en commun des dossiers. Donc après, les délais de versement sont ceux qu'ils sont avec les moyens qu'on a pour le faire. Donc 3 à 4 semaines à compter de la commission pour recevoir, ça inclut les délais bancaires et le traitement de la pairie et de notre comptable propre des finances chez nous. L'adresse du service, c'est fonds de sécurisation nouvelle-aquitaine.fr. Les dépôts de demande doivent être faits sur le guide des aides. Vous avez la dernière slide qui récapitule voilà, l'ensemble des adresses clés, hein. Donc, les aides Nouvelle-Aquitaine, c'est pour toutes les aides de la région. Pour demander une aide, c'est le lien qu'il faut donner aux usagers. Sur les aides Nouvelle-Aquitaine, vous avez des guides, vous avez les règlements, vous avez les éléments de base réglementaires pour les usagers. Vous avez tout ça. Donc ça, c'est important de l'avoir. Et pour nous contacter, quand il s'agit d'une question spécifique rémunération, c'est l'adresse de l'équipe qui s'occupe de la rémunération, remuromeo@nouvelle-aquitaine.fr et fonds de sécurisation @nouvelle-aquitaine.fr. Voilà. Et puis, si jamais vous vous trompez d'adresse, ben, on se passera les messages, il n'y a pas de souci. On est une équipe. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il nous reste un peu de temps. Moi, je peux prendre 5 minutes de plus si nécessaire, Charlène. Alors oui, il y a des questions. Euh, Alors, je lis ce qui apparaît Oui, dans le chat. Beaucoup d'OF demandent au public un avis de situation France Travail qui n'est pas forcément disponible pour tous les jeunes et du fait des inscriptions à France Travail faites par les missions locales avec oui, le LPE. Cet avis oui. n'est disponible que si le jeune a fait une demande d'étude de ses droits. Certains ne le font pas car savent qu'il n'y a pas de droit et les OF refusent les attestations des missions locales indiquant qu'il n'y a pas de droit ouvert et menacent de ne pas les faire rentrer en formation sans ce document France Travail. Mm. Sont-ils dans leurs droits, ces OF en question? Euh, Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que a droit de faire un OF ou pas dans le cadre de ses responsabilités. mhm. Mais par contre, le sujet, il est important et il est partagé. C'est-à-dire qu'il y a c'est cette question qui vise à se garantir que la personne... Pourquoi on fait ça? Ces mesures, elles ont pour objectif d'éviter des indus, que les personnes soient indemnisées d'un côté. Nous, on est tenu, côté région, d'aller récupérer ces indus, de mettre en place des poursuites. C'est une obligation pour tout agent public d'aller récupérer des indus. Sinon, il risque, c'est un délit. L'abandon de créance est un délit. D'accord? Pour nous, agents. Par contre, quand on a dit ça, il y a des situations derrière. Donc, cette situation, elle est identifiée. On a eu une réunion avec Madame Cator et nos collègues de la direction, enfin nos partenaires plutôt de la direction régionale de France Travail la semaine dernière. Effectivement, pour une partie des jeunes, il y a cette problématique. On est en train d'y travailler. La cible pour régler cette question définitivement, c'est des échanges et des protocoles d'échange de données en temps réel avec France Travail. On n'y est pas encore. On y travaille aussi en parallèle. Par contre, cette question de l'attestation en fait fournie par la mission locale qui fait l'objet d'un refus d'organisme de formation, moi je vous préconise de vous rapprocher du service.
pour regarder les situations spécifiquement. Voilà, il faut qu'on regarde spécifiquement. Effectivement, ça a du sens de demander cette attestation-là par moment. On a eu à la demander, on l'a demandé quand les personnes ne pouvaient pas avoir ce document de France Travail. C'est vrai. Et je crois qu'on aura peu de chance, peu de possibilités immédiates autre que de fonctionner par faisceau d'indices concordants et en obtenant des déclarations et des documents de ce type. Donc, il faut qu'on regarde ça avec mes collègues, Madame Cator, qui est sur le sujet notamment avec France Travail. On s'est réunis la semaine dernière, un mardi, à ce sujet justement. Donc, ce dossier, cette question est prise en compte. Elle est en train d'être travaillée pour apporter des solutions et dans l'attente, parce qu'il y a des situations immédiates et on peut pas. C'est la particularité pour nos OF et nos prescripteurs. On peut pas attendre parfois. Donc, vous rapprochez du service rémunération à Rémi Roméo sur le sujet, s'il vous plaît, pour ne pas qu'il y ait de dégâts derrière, quoi, pour les usagers et que les choses se fassent, qu'on les rattrape. Voilà, s'il vous plaît. Alors, on a une autre réaction. Pour le Oui, dispositif de fonds social à compléter pour demander l'aide à la mobilité dans notre service oui, FC, nous n'avons pas de service social habilité pour vérifier la situation personnelle et financière du stagiaire, donc nous ne pouvons oui. pas nous engager à remplir cette attestation. De plus, les stagiaires demandent ce fonds social en milieu de formation pour les frais de déplacement. Est-ce que c'est possible du coup, en cours de formation? Qui me pose la question, s'il vous plaît? Madame Sabatier. Quel OF? Alors, quel OF? Bon, peu importe l'OF, mais je vais vous répondre sur le fond. De toute façon, c'est le fond qui compte. Mais... Mm. D'accord. Donc, la question, Alors, la question c'est, donc déjà, les stagiaires qui demandent ce fonds social en milieu de formation oui, pour les frais de oui, oui, déplacement, est-ce je que ça vois. c'est possible? Ok, ok. Et puis cette difficulté à pouvoir donner Alors, le cette principe de attestation. la... Mm. Ok, enchanté, madame, je viens de voir votre message. Mm. Donc, je comprends tout à fait ce que vous dites du point de vue de la... Nous, on n'attend pas une vérification fiscale et sociale de la part de l'organisme de formation, ça pourrait être fait dans le cadre d'un contrôle CAF. Et ce qu'on demande n'est pas engageant juridiquement tant qu'il n'y a pas de faux, tant qu'il n'y a pas de tentative frauduleuse de tromper sur la réalité d'une situation. Faut le savoir. Donc, l'université, en attestant de la situation et de la demande, ne prend pas ce risque-là. Pourquoi on procède ainsi? Parce qu'on n'est pas dans une logique justement d'interfaçage, de contrôle, comme on peut faire avec la CAF, avec des contrôles en croisant des fichiers URSSAF, FISC. Ces données existent. Elles pourraient être. On n'a pas fait ce. C'est pas notre approche. C'est pas ce qu'on a souhaité faire sur ce dispositif. On a voulu garder une forme de souplesse. Donc, on travaille essentiellement avec des organismes de formation. Les universités ont aussi, effectivement, sont des universités d'abord, mais interviennent sur le champ de la formation continue et sont pas toujours structurées, effectivement, comme un organisme de formation. Mais tous les organismes de formation, je vous rassure madame de l'université, n'ont pas non plus de service social du tout. Faut l'avoir à l'esprit. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est que quelqu'un de l'université qui est en contact avec j'allais dire, je vais pas dire l'étudiant, puisqu'il devient stagiaire de la formation continue, il est plus étudiant, avec la personne, ça peut être n'importe quelle université, mais on veut que le risque de rupture soit attesté d'une certaine manière par la structure de formation, quelque part, à la limite, qu'elle nous indique que la personne allait la voir en lui indiquant que si elle n'avait pas d'aide, elle serait obligée d'arrêter. On est obligé d'avoir cet avis de la structure. On ne demande pas d'aller plus loin dans la vie, on ne vous demande pas beaucoup plus de détails, mais je comprends ce que vous voulez dire parce que c'est pas votre métier au départ, en fait, de le faire. Mais après, il faut aussi peut-être voir par rapport à ces entendus au sein de l'université, quelles réponses peuvent être apportées face à ce type de dispositif, parce que la question demeure, et il y a une question de service public derrière, donc ça reste, je pense, un détail dans la globalité de l'intervention de l'université, ce que je peux entendre, mais c'est aussi ça le service public. Donc je pense qu'il faut aussi le remonter en interne pour voir comment, face à ce type de situation, l'université pourrait répondre. Et si Alors, l'université est liée au titre du programme régional de formation, donc si c'est à ce titre qu'on travaille ensemble, l'université est liée par un cahier des charges. C'est peut-être pas le cas hein, dans votre situation. Mais du coup, qui va fixer aussi des obligations et des rôles. Voilà. donc nous sommes très au point, Omer. Nous avons fait le Oui, tour des questions et nous arrivons au terme du oui, webinaire. Donc moi, ce que je vais faire dans le chat tout de suite, c'est vous mettre le lien vers les autres fiches des webinaires qui seront proposés dans le cadre du mois de la formation 2025, si vous souhaitiez continuer à assister à ce type de rencontre. Et Omer, je vous laisse la parole oui. pour conclure.
Alors, je souhaite déjà remercier les participantes et participants. Je sais aussi qu'il y a des collègues internes qui ont participé. C'était à destination des professionnels et c'est une bonne chose de se réunir comme ça. Les documents que j'ai évoqués, les règlements d'intervention, les deux règlements d'intervention, les barèmes, tout à l'heure on a parlé des forfaits transport, le PowerPoint, tout ça va vous être communiqué. Je vais donner tout ça à Cap Métier qui va vous le relayer. Si jamais il y avait quelques questions, parfois on chemine aussi a posteriori. Vous pouvez les remonter. Je pense que Charlène me les transmettra et je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre avec mes collègues en des temps raisonnables pour que vous ayez l'ensemble des infos. Voilà. Et puis bah, peut-être un autre, on se reverra sûrement ou peut-être. Enfin moi j'ai pas vu grand monde parce que je voyais pas les visages. C'est dommage. Mais on se reverra peut-être les uns et les autres dans un autre webinaire. Voilà. Très bien. Merci à Merci tous beaucoup. et à bientôt. Bonne fin de journée.